Les titres à la une, macabre découverte à Saint-Joseph ce matin. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé pendu au quartier Presqu'île. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Les premiers résultats d'admission post-bac révélés sur Parcoursup. Plus de la moitié des élèves auraient reçu une réponse positive à l'échelle nationale. Il reste une semaine aux futurs étudiants pour confirmer leur choix. Des milliers d'anonymes ont défilé aux côtés de personnalités ultramarines aujourd'hui à Paris. Une commémoration officielle de la reconnaissance des victimes de l'esclavage. Un arbre de la liberté a été planté dans les jardins du ministère de l'Outre-mer. Et puis, en Martinique, les élèves du collège Julia Nicolas ont fait leur propre travail pour retranscrire la période de l'esclavage. Ils en ont profité pour évoquer le sujet à l'échelle caribéenne. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec ce tragique fait divers qui a secoué les habitants de Presqu'île Saint-Joseph ce matin. Un homme de 48 ans a été retrouvé pendu à quelques pas de l'école primaire du quartier. Rapidement dépêché sur place, les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête a été ouverte. L'homme serait connu des services de police. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Le corps a été découvert aux environs de 8h30 ce matin, au bord de cette route, pendu à la souche d'un arbre. Eddy vit juste en face. C'est lui qui a fait la macabre découverte. Il y a une dame qui attendait le bus. La dame a prévenu ma femme et moi pour nous dire qu'elle a vu quelqu'un qui s'est pendu en contrebas de la route. On voit le crâne et le pied. Comme il s'est sous moi, il s'est laissé glisser. Voilà. La victime, un homme de 48 ans, était elle aussi du quartier. L'un de ses deux frères, avec qui il vivait, a accepté de témoigner à visage caché. Selon lui, son frère se serait suicidé car il avait maille à partir avec la justice. On était en train de travailler en bas et puis subitement Samuel nous appelle, un collègue nous appelle que mon frère s'est suicidé et tout. J'ai pas compris parce que si j'étais là hier soir, il n'allait pas faire ça. Et ça fait 3 jours qu'il m'embête avec ça. Il me dit qu'on lui disait, les gens du quartier lui disaient qu'on a fait un four à du corse, on va le brûler et tout. Et puis il devait paraître au tribunal aujourd'hui. Il est fragile, il a peur de la police, il a peur des gendarmes et tout. Et ça faisait longtemps qu'il avait fait ça fait plus de 2-3 ans qu'il avait cette type-là, tu vois. D'après les premières constatations, l'homme se serait donné la mort la nuit dernière. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Au chapitre social, le personnel de Carrefour Dillon s'est mobilisé une nouvelle fois ce matin. Un débrayage de 2 heures des salariés affiliés à la CFDT pour protester contre le déroulement des NAO, négociations annuelles obligatoires. Il s'agit du 2e mouvement du genre depuis la semaine dernière. Pour l'heure, aucune avancée ne serait actée. Quelles études supérieures pour les bacheliers? Parcoursup a révélé mardi soir les premiers résultats d'admission post-bac. Au niveau national, plus de la moitié des élèves auraient reçu une réponse positive à leurs vœux. Il reste encore une semaine aux lycéens pour confirmer leur choix, s'ils ont obtenu un oui ou encore pour patienter s'ils sont placés en attente. Voyez ce reportage de Loïc Richis. Pour ces élèves de terminale, la décision est enfin arrivée. Leurs premiers choix d'admission post-bac ont été acceptés en institut d'études supérieures, en licence ou encore en école de gestion. De quoi envisager sereinement les prochaines épreuves du bac. La suite, c'est que l'année prochaine, j'intégrerai l'école de commerce et de gestion de Martinique. Mes 2 premiers choix ont été acceptés. J'ai 2 en attente et j'ai 2 refus. Des LEA, licence de langue étrangère appliquée, anglais-espagnol, à Toulouse et à Bordeaux qui ont été acceptés. Ne pas être accepté là où on veut et en plus avoir le stress, est-ce que j'aurai mon bac? Ou bien être accepté et avoir le stress de ne pas avoir son bac, là c'est vrai que ça peut être stressant. Mais tous n'ont pas obtenu des réponses favorables. Les premiers vœux d'admission dévoilés par la plateforme Parcoursup ne font pas que des heureux. Certains sont placés en liste d'attente, d'autres ont reçu une réponse négative. Pour le moment, je n'ai que 20% des élèves qui ont donné une suite à Parcoursup. Donc, pour le moment, il est difficile de tirer une conclusion du dispositif. Mais bon, l'objectif étant, aussi bien pour nous que pour le ministère, d'orienter, d'affecter tous les élèves, je ne doute pas que nous puissions y arriver. Au niveau national, un peu plus de la moitié des élèves ont obtenu une réponse positive à leur premier choix. Une situation que déploraient certains syndicats d'enseignants
qui, dès l'annonce de la réforme, craignaient une sélection des candidats sur dossier. Et on se rend compte que ce sont essentiellement les élèves qui ont des bons dossiers, de bons dossiers, qui ont des réponses positives. C'est une sélection, on est en train d'assister au fait que le bac n'est plus du tout le premier grade universitaire et qu'on sélectionne les enfants pour l'université. Donc ça veut dire qu'on ne donne pas sa chance à tout le monde et l'ascenseur social est définitivement bloqué. Il reste encore une semaine aux élèves pour valider leur choix pour ceux qui ont obtenu un oui, et donc 7 jours à patienter pour ceux qui sont sur liste d'attente. Pour les lycéens qui auraient obtenu une réponse négative, Parcoursup devrait leur proposer une solution alternative. Direction Paris, où un arbre de la liberté a été planté aujourd'hui dans les jardins du ministère de l'Outre-mer. Un symbole 20 ans après la grande marche du 23 mai 1998. Aujourd'hui, il s'agissait de la première commémoration officielle de la reconnaissance des victimes de l'esclavage. De nombreuses personnalités et des milliers d'anonymes ont défilé dans la capitale. C'est un reportage de nos correspondants sur place, Éric Dupuis et Carlo Carboni. Aujourd'hui, nous marcherons pour nos aïeux, pour nos parents, pour nos ancêtres, mais surtout pour nos enfants et les générations futures. Une marche de la fierté, fierté d'avoir mené pendant 19 ans le combat de la reconnaissance nationale des esclaves comme victimes. Marly a marché en 98, ce jour-ci, elle l'attend depuis 2001. Aujourd'hui, ce que nous avons fait avec ce travail, cette révolution mémorielle, comme on dit, c'est vraiment faire en sorte demain que toute la communauté s'incline devant la mémoire de nos aïeux, que ça ne soit pas qu'une histoire d'Antillais. Dans l'Assemblée, pourtant, une majorité d'Antillais, quelques Caribéens et Africains, et pour la première fois, des Réunionnais venus exprès de l'océan Indien. Nous devons tout le monde travailler ensemble, partager, faire comprendre, transmettre, c'est la clé de notre histoire. Une histoire qui donne cependant certains devoirs, notamment aux personnalités publiques. C'était le sens du discours en tribune de la Guyanaise Christiane Taubira. Nous avons conscience de cette histoire, de sa violence, mais ça n'est pas une violence qui doit nourrir de la haine ou de la rancœur. C'est une violence qui doit nous grandir et qui doit nous permettre au contraire d'être encore plus attentifs aux autres. Pour le comité organisateur de la marche, qui a milité des années pour la reconnaissance de cette date, ce jour de 2018 est historique. C'est une grande victoire. C'est la première fois que des descendants d'esclaves imposent en fait une date de commémoration. Toutes les autres dates de commémoration, on ne les a pas imposées ce jour-là. Nous avons décidé de commémorer nos parents le 23 mai. 170 ans après l'abolition de l'esclavage, il faudra encore attendre quelques années pour que cette date d'hommage des victimes ne soit pas célébrée que par leurs descendants. Et en Martinique, aujourd'hui, les élèves du collège Julia Nicolas de Fort-de-France ont remonté le temps pour retranscrire à leur manière l'époque douloureuse de l'esclavage. Une occasion d'évoquer le sujet à l'échelle caribéenne. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. 1848-2018, 170 l'année après. Une mise en scène pour se mettre dans la peau d'esclave et remonter le temps. On va nous montrer en 1848 comme on était avant et maintenant, aujourd'hui, comme on est. Article 1. L'esclavage est aboli à partir de ce jour à la Martinique. La Martinique, mais aussi la Guadeloupe, la Dominique ou encore la Guyane. C'est de l'histoire de toute la Caraïbe que ces jeunes scolaires veulent s'imprégner. C'est quand même grâce à eux si on est libre aujourd'hui. Ils se sont battus, ils ont souffert, ils ont lutté pour avoir la liberté. Et grâce à eux, on est vraiment libre même aujourd'hui. D'esclaves à médecins, athlètes ou chefs de chantier, plus que de retracer une époque, pour ces élèves, il est question d'évoquer une thématique encore trop peu abordée dans les programmes. On parle de l'esclavage, oui, mais c'est plus vers la France qu'on parle. Il faut parler aussi des Antilles. On ne nous parle pas assez parce que c'est pas dans tous les coins qu'on a l'occasion de parler de ça. Et c'est grâce à des démarches personnelles comme celle de ce professeur que le sujet peut être mis en lumière. Il ne faut pas oublier quand même que l'histoire moderne des Antilles de la Caraïbe commence malheureusement avec l'esclavage. Ils ne sont pas toujours au fait de ça, donc le sujet les intéresse toujours très petitement au départ, mais au fur et à mesure justement des séances et du travail fait, ça prend. Les collégiens terminent leur pièce avec le sentiment du devoir accompli, celui de la transmission de leur histoire.
Autre beau travail d'élève, elle a 10 ans et excelle en lecture orale. Janelle vient de remporter la finale Antilles-Guyane du concours national de lecture et grâce à son talent, elle s'envolera vers l'Hexagone afin de nous représenter entre les murs prestigieux de la Comédie Française. Gaëlle Wassim a fait la connaissance de la jeune demoiselle experte en récitation. Regardez. Ma cousine est devant moi et secoue un truc bizarre sous mon nez. On dirait un morceau de plastique. Non merci. Janelle a été élue championne outre-mer de lecture, mais aussi grâce au dévouement de l'institutrice Gaëlle Lama, qui a souhaité que la Guyane brille au national. On a organisé la finale au niveau de Matoury avec une école de 3 Palétuviers. Donc il y avait 4 champions de lecture, 3 à Jaclonie, 1 à 3 Palétuviers. Et le jury s'est réuni et a choisi Janelle. Ça s'est fait dans le cadre avec le maître surnuméraire. Les 3 élèves ont choisi leur livre et ont choisi l'extrait. Ils l'ont présenté, ils l'ont lu devant le jury. Une ambition nationale conjuguée à une passion personnelle cultivée par Janelle ont mené à ce résultat. En fait, je suis championne souvent. Donc ça a été comme c'est une autre victoire pour moi. Mais j'ai été contente de savoir que je pouvais partir en France. Sauf ce qui est dommage, c'est que je ne pouvais pas venir avec toute ma famille. La jeune fille de 10 ans, dont l'oralité a su charmer les membres du jury, est aussi passionnée par de nombreuses activités. J'aime la natation, j'aime l'école, l'art plastique surtout, et j'aime les animaux aussi. Prête à affronter sa vingtaine d'adversaires, Janelle a déjà choisi le livre qu'elle compte lire lors de la finale organisée en juin prochain entre les murs de la Comédie Française. C'est Jeanne de Mortepaille, le tome 1. Ça parle d'une fille qui ne sait pas qu'elle doit être sorcière et le jour où elle l'apprend, il va avoir beaucoup de difficultés. Donc du coup, ça va faire comme un peu mon premier livre que j'ai lu. Donc du coup, ça me rappelait de bons souvenirs. Voir une jeune élève de l'école élémentaire Jaclonie représenter la Guyane ainsi que tous les Outre-mer au concours de lecture nationale est une fierté non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'enseignante qui nourrit de grands espoirs pour sa pupille. Ça fait 3 ans qu'on participe et enfin on a gagné, je trouve ça très bien. La prochaine étape, Janelle va partir en France à la Comédie Française, représenter l'Outre-mer dans une finale nationale avec une vingtaine d'autres participants. J'espère qu'elle finira parmi les 3 premières. La première si possible. Malgré son jeune âge, Janelle a en tout cas toutes les qualités d'une gagnante, à commencer par un esprit sport. J'ai déjà beaucoup de chance d'être partie jusqu'ici, donc du coup, c'est déjà une victoire. Donc c'est pas grave si je le rate, mais vaut mieux que je le réussisse. Partons Guadeloupe maintenant avec le projet du CHU qui prend forme. Il sera implanté à proximité de l'aéroport. Le programme a été présenté aux principaux chefs d'entreprise du BTP de l'île Sœur. Le chantier colossal devrait assurer d'importantes retombées économiques. Voyez les explications de Linda Kersi. Le futur CHU sera le plus important bâtiment jamais construit en Guadeloupe. On est aujourd'hui à une étape essentielle et fondamentale de ce projet qui a déjà commencé depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, nous souhaiterions présenter les acteurs de cette phase d'exécution réelle des travaux de ce nouveau CHU. Coût du chantier, près de 580 millions d'euros. Le financement est assuré totalement par l'État. Quant au marché de la construction, il se veut collaboratif à l'échelle locale et internationale. En ce qui concerne les gros œuvres seront réalisés en direct par Pizzarotti, environ la moitié des travaux, et Sotradom l'autre moitié. Donc on va dire pas de problème. Par contre, dans les choix des sous-traitants, notamment les sous-traitants des lots techniques, de la charpente, des fondations spéciales, c'est-à-dire les lots qui sont un peu plus délicats point de vue technique, on fera beaucoup attention à faire les bons choix pour respecter nos engagements contractuels. En tant qu'entreprise locale, pour nous, effectivement, c'est primordial de pouvoir effectivement participer, de pouvoir aiguiller et de pouvoir effectivement embaucher le maximum de Guadeloupéens pour participer à ce marché qui se passe en Guadeloupe. Donc pour nous, effectivement, c'est une priorité absolue. L'objectif donc, réaliser un ouvrage de qualité aux retombées économiques et sociales. Ceux qui aussi ont envie de se lancer, je dirais, dans le monde de l'entreprise en bâtiment, eh bien, ils pourront être embauchés puisqu'il est prévu qu'il y ait une antenne de Pôle emploi sur le site. Un tel ouvrage, un tel investissement de plus de 200 millions pour le gros œuvre, je crois que c'est important de se dire que nous aurons aussi des retombées sur le plan économique. Après une intense période de préparation et d'organisation, le chantier proprement dit devrait démarrer en janvier 2019. Délai des travaux hors intempéries, 51 mois.
patients selon le type d'urgence. Restez avec nous à suivre dans cette édition une journée contre l'obésité organisée aujourd'hui à la Valériane Trinité. Des stands avec des conseils en nutrition ont été proposés aux personnes en surpoids afin de les aider à mieux prendre soin de leur santé. Et puis nous vous proposons une idée de cadeau pour la fête des mères. Gérard Ferjul a sorti un album pour l'occasion. Mais avant, le complexe cinématographique de Madiana se lance dans un nouveau défi, mettre en place des séances art et essais en partenariat avec Tropicatrium. Le premier rendez-vous est donné dès ce soir et pour en parler, nous recevons Steve Zebina de la scène nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les cinéphiles. Dites-nous déjà ce qui définit un film art et essai. Ce qui définit un film art et essai, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un respect de l'œuvre véritablement, que c'est une œuvre qui s'adresse, qui interroge le patrimoine du cinéma, que c'est une œuvre qui vient d'une cinématographie qui n'est pas toujours mise en évidence. Si vous voulez, c'est une espèce de définition qui est au confluent de toutes les directions qui font qu'une œuvre est singulière fondamentalement. Donc c'est véritablement tout film, tout type d'histoire peut être traité et être considéré comme étant une œuvre d'art et essai. Alors, il y avait déjà des films d'auteurs qui étaient proposés aux spectateurs. Ouais. Quelle sera la différence là avec ce projet? Eh bien, ce qui est intéressant dans ce projet et ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous arrivons au bout d'un processus, tout au moins que c'est un processus qui continue. Il y a de très nombreuses années de ça, il y avait des séances qu'on appelait les fameux jeudis de Madiana, où il y avait une fois par semaine, une fois par mois, un film en version originale, un film d'auteur. Et puis, suite à la collaboration entre Tropicatrium et le complexe Madiana, on a réalisé qu'il y avait un vrai besoin, qu'il y avait un public qui cherchait véritablement à trouver ces films sur les écrans. Et donc, au fur et à mesure, nous avons fait 2, 3, 4, 5 séances, jusqu'à arriver aujourd'hui où on va tenter un défi ensemble, en faire plus, avoir un film presque tous les soirs en VO du lundi au dimanche et véritablement offrir une offre encore plus grande pour adresser un public de plus en plus nombreux. Alors justement, le premier rendez-vous est fixé ce soir avec le film Ava. On va regarder un extrait et on en parle juste après. 20 août. Lever du soleil 6h50, coucher 20h58, 14h08 de lumière. Ma vue baisse de jour en jour. Vous avez vos papiers, monsieur? Y a pas. Vous n'avez pas? Eh ben, on va aller voir ça au poste. Excusez-moi de vos tours. Tu sais, j'ai eu ma première fois très tôt. Hein? Et maman? Bah non, mais du coup, je peux comprendre que t'en aies envie. On a des nouveaux seins, des nouvelles fesses, on est toutes folles. Quelqu'un me parle. Ah bah écoute-moi, bientôt, tu verras plus très bien quand tu auras peu de lumière. La nuit, quand l'espace est mal éclairé, par exemple. Et puis tu vas perdre la vue bientôt. On pourra pas les laisser gâcher nos vacances, on les emmerde. Je pensais y être préparée, mais ça m'a fait un choc. Est-ce que mes rêves vont disparaître aussi? Ça va ma chérie, tu passes un bel été? Je voudrais que ce soit le plus beau de ta vie. 22 août. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée. Alors, on l'a dit, il s'agit d'une programmation en partenariat avec Madiana et Tropicatrium. Quelle sera la participation de Tropicatrium? Eh bien, la participation de Tropicatrium est toujours la même, c'est-à-dire que nous allons séparer le gâteau en deux, j'ai envie de dire, et régulièrement offrir une série de films au public martiniquais. Madiana va rajouter aussi des films, on va croiser tout ça. Et ils seront projetés à les Madiana films sont ou au projetés. Tropicatrium? Toutes ces programmations en version originale et art et essai ont lieu à Madiana à 19h30 et régulièrement, nous attendons le public tous les jours, le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, presque tous les jours. Et concrètement, comment s'organise la sélection des films? Par des coups de cœur, véritablement par des coups de cœur et par le désir de présenter des cinématographies différentes. Parce que ce qui est important, là aussi, on vient de le voir, Ava est un film français. Demain, nous aurons un film japonais, un thriller japonais. Ensuite, on aura un film de Saint-Domingue, un film de Colombie. On va se promener comme ça tout au long de la planète. Et justement, la séance VO, c'est aussi ça. C'est la possibilité pour nous d'offrir au public martiniquais des cinématographies différentes, des cinématographies actuelles. La réalisatrice du film que vous venez de voir a à peine 25
25, 26 ans. Donc c'est montrer aussi les nouveaux auteurs, les nouvelles esthétiques. C'est remonter dans le temps, par exemple. La semaine prochaine, nous aurons un film italien des années 60-70. Véritablement, si vous voulez, avoir le cinéma à l'état pur, comme nous le disons, c'est-à-dire toute cette variation, toute cette kaléidoscope d'œuvres qui nous ont touchés, qui font l'actualité, des documentaires, des fictions, et véritablement proposer tout ça au public martiniquais avec ce désir d'excellence et en lui donnant une véritable dimension et aussi une véritable régularité. Et j'aime à dire qu'on a vraiment beaucoup de chance que cette espèce de synergie entre deux structures très différentes, une scène nationale, de l'autre côté un complexe cinématographique, c'est une vraie preuve en Martinique qu'ensemble, on peut proposer une offre qui est véritablement, comme je le disais tout à l'heure là, d'excellence et très qualitative. Il n'y a pas beaucoup d'îles de la Caraïbe, je pense qu'il n'y en a presque pas à aller, où tous les soirs, vous pouvez voir un film d'auteur. En allant à Madiana, vous vous garez et vous êtes sûr de découvrir une œuvre véritablement intéressante qui va vous apporter, qui aussi, qui sait, pourra être utilisée avec les scolaires ensuite. Donc c'est une véritable dynamique globale, une véritable foi dans le 7e art qu'on essaie de développer ensemble. Alors, c'est un type de film qui ne génère pas, qui ne suscite pas les foules en général. Est-ce que ça sera une proposition sur une base économique ou quand même, même s'il n'y a pas foule, vous allez continuer? Parce qu'on a dit quand même tous les soirs, comment vous projetez dans le temps? Dans aujourd'hui déjà, si on se lance dans ce défi-là ensemble, c'est que cette notion économique, effectivement, vous savez, le cinéma, comme tout est une industrie avant tout, les films qui remportent le plus d'argent, ils ne sont pas très nombreux. Donc déjà, croire dans ce projet-là, c'est croire que le cinéma est un art et que fondamentalement, le public existe en Martinique. Et ce public, il existe, puisque, comme je vous disais, il y a 10 ans, il y avait une séance par mois. Donc il est là, le public. Il faut lui proposer. Il faut communiquer, et c'est quelque chose que nous réussissons grâce à vous, les médias, justement. En parlant des films, véritablement, le public découvre des esthétiques dans lesquelles il se retrouve. Je suis sûr que, par exemple, le spectateur qui a vu le film Annonce d'Ava et qui est autour de Madiana se dit « Ouais, un film comme ça, avec une jeune qui est en train de perdre la vue, qui tombe amoureuse. Demain, il y a un polar qui raconte une histoire d'enquête policière qui n'est pas résolue au Japon. On a un film de prison qui se passe à Saint-Domingue. Ça intéresse tout le monde. » Donc c'est juste cet effort et nous voulons contribuer ensemble, vous les médias, nous la scène nationale, Madiana, à offrir au public martiniquais cette excellence. Et c'est ça le plaisir avec le cinéma, c'est qu'au-delà des sujets, au-delà des origines, l'émotion est toujours là. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite le grand succès dans ce projet. Un succès que nous créerons ensemble. Merci. Et nous poursuivons avec le vernissage et la vente caritative programmée au profit de la Confédération nationale de danse région Martinique. Une idée du Lions Club de Rivière-Salée. 4 tableaux seront mis en vente pour financer le voyage des jeunes danseurs. La vente aux enchères aura lieu demain soir à la Suite Villa aux Trois-Îlets à partir de 19h. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. C'est dans un but pédagogique autour de l'art. Et bon, moi, l'art, évidemment, je suis forcément intéressé. Et je fais partie des gens qui pensent que tout ce qui est progrès social passe par l'éducation, qu'elle soit artistique ou autre. Donc, j'ai été touché par cette cause-là. J'ai tenu à coller au thème, justement, ne serait-ce que symboliquement, parce que je n'ai pas l'idée de, entre guillemets, de refiler un invendu pour une cause, quoi. Justement, je tenais à m'impliquer un petit peu plus. Moi, j'étais étudiant dans les années 2000, début 2000. Et en fait, pour partir en métropole, pour finir ma formation, etc., ce n'était pas forcément évident. Donc, j'ai bénéficié d'aide à un certain moment. Donc, c'est bien de rendre l'appareil à d'autres personnes, effectivement. Ça m'a permis aussi de faire des hautes études, de maintenant d'être engagé au CNRS. Enfin, c'est des choses qui sont importantes, je pense. Place au sport avec cette bonne nouvelle pour Sarah Lisa Hubert, à 14 ans, élue meilleure sportive de l'année. Elle a remporté 2 nouvelles médailles d'or en Vovinam Viet-Vodao pour la 8e fois consécutive. Elle s'est qualifiée pour sa 2e participation en championnat d'Europe en 2019. Pour rappel, il s'agit de la jeune fille qui avait fait une démonstration sur le plateau du JT. Allez, ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes.
Un JT des communes qui commence à la Valériane à Trinité. Une journée contre l'obésité a été organisée au centre de soins, de suite et de réadaptation. Au programme des stands d'information, des conseils en nutrition, des cours de cuisine et des ateliers sport pour aider les personnes en surpoids à mieux prendre soin de leur santé. 3 adultes sur 5 seraient obèses en Martinique. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Depuis quelques années, à 67 ans, Lucienne ne cesse de prendre des kilos. Diabétique, elle suit déjà un régime adapté. Aujourd'hui, elle est venue apprendre de nouvelles recettes. Au menu, des cookies salés au piment végétarien. J'ai jamais fait d'ailleurs, donc là je vais essayer pour voir ce que ça donne. Avec la margarine, c'est moins gras. Mais avec le beurre, ça a meilleur goût. Pour les gourmands. Je fais des gâteaux, mais j'évite de mettre trop de sucre et tout ça, donc je fais attention. Perdre du poids ne rime pas nécessairement avec privation. Ici, on apprend tout simplement à mieux s'alimenter. Donc nous partons donc de l'existant et nous essayons de voir les facteurs qui vont favoriser cette prise de poids. Les repas qui sont sautés, les portions d'aliments qui sont des fois trop importantes par rapport aux dépenses de l'organisme, la consommation exagérée de produits sucrés parfois et puis les préparations qui sont souvent trop grasses. Aujourd'hui en Martinique, 60% des adultes sont en surpoids. Depuis plusieurs décennies, le Centre de soins de suite et de réadaptation a mis sur pied un programme de prise en charge pour lutter durablement contre l'obésité et pallier les ravages de notre société de surconsommation. Différentes activités se font, donc activités avec la diététicienne, avec la psychologue, avec les éducateurs sportifs et puis ce qu'on appelle des activités, des ateliers. On les appelle de bien-être parce que s'occuper de son poids, c'est aussi entendre comment on fonctionne. On a un atelier coaching. Plus le programme de l'hôpital de jour avance, plus on constate que en termes de personnalisation, de transfert à la maison, les choses se font plus facilement et les patients, on va dire, deviennent plus autonomes. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas d'obésité aurait triplé ces 40 dernières années. Et la jeune génération n'est pas épargnée. Aujourd'hui, chez nous, un enfant sur 4 est obèse. Parlons musique maintenant avec une idée de cadeau à offrir pour la fête des mères. L'album de Gérard Ferjul, un passionné qui s'est illustré pendant de nombreuses années dans les ambiances paillotes. Hubert Bornil et Michelet François l'ont rencontré. Regardez. La fête des mères, c'est ce dimanche et lorsque nous avons cherché dans les sorties d'albums, on est tombé tout simplement sur un disque qui peut-être paraît totalement inaperçu. C'est le CD de Gérard Ferjul. Il est robertin, il est mélomane, il se dit également autodidacte. Un travail qu'il a commencé depuis 4 ans, ça donne ça. Si je dis moins décidé d'y parler, c'est parce que mon ouais l'amour en décadence. Toute femme pas mauvais, pas tout homme non plus. Faut nous arrêter généraliser. Gérard Ferjul, la soixantaine bien établie, homme de conviction. Dans la ville, tient une structure d'accueil pour personnes âgées. La musique est un exutoire en quelque sorte pour le Robertin qui a connu dans le passé quelques aventures musicales qui l'ont très certainement influencé. J'ai rencontré une dame dans un déjeuner d'enfants dimanche qui a 42 ans de mariage et c'est mon groupe qui a animé son mariage. Aimez yo, caressez yo, bayo tendresse, point de route. C'est une inspiration et puis en plus je suis dans un domaine, je suis famille d'accueil, ça veut dire que je suis très proche des gens. Côté réalisation, l'album comporte 3 titres, Pas oublié, Sentiment et Souffrance l'amour. On pourrait y ajouter Patience car le compositeur a travaillé l'un de ses morceaux il y a 4 ans de cela déjà avec le bassiste Marc Elmira Robertin aussi qui n'est plus de ce monde. Mon premier album en 2009, justement, mon inspiration c'était aussi pour offrir un cadeau à ma mère. Et j'avais fait un morceau qui s'appelle Merci Maman. Ça capable nous la joie, la force et puis la foi, pour nous pas oublier. En tout cas, on a pris un réel plaisir à découvrir cet homme, Gérard Ferjul, Robertin. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire, Marvin? On va souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de Martinique, y compris à la tienne. Bonne fête des mères.
Merci Hubert Bornil. Information pratique avant de refermer cette édition. À l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, une collecte sera organisée de 7h30 à 12h30 sur le parking du RSMA Gondo-Lamentin. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve dans une poignée de secondes Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.